Je pense qu'on ne parle pas assez de l'impact de 2020 sur les domaines du manga et des animés. Mais maintenant que quelques années se sont écoulées, on peut déjà dresser un bilan sur ce que cette année a apporté à ce domaine. Déjà, désolé de vous l'annoncer, mais autant vous le dire cash, 2020, c'était il y a 4 ans. Ouais, déjà 4 ans. Et clairement, vu comment je mets du temps à monter mes vidéos, je serais même pas surpris que la vidéo sorte en 2025 tellement j'ai du retard. Déjà, j'espère que vous vous sentez vieux et que vous avez l'impression que le temps passe vite et que votre vie s'écoule à perte de vue et que vous êtes terrifié à cette idée. Ne me remerciez pas. Plus sérieusement, comme on a eu le confinement, 2020 ça a été l'occasion pour énormément de gens de regarder des animés. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Oda Cinnamon Nobunaga, mais à cette époque, j'en avais profité pour voir plein de séries que j'avais jamais vues. Et pour beaucoup de gens, cette période a été l'occasion de découvrir des animés. Il y a plein de personnes qui ne se sont jamais intéressées à ce média et qui se sont dit « j'ai rien d'autre à faire, autant en profiter ». Et parmi ces personnes, il y a des gens qui ont adoré. Vraiment, il y a une augmentation de l'intérêt pour l'animation japonaise et ça a eu plus d'impact que ce qu'on pense. Déjà, cet impact, on l'a vu pendant le confinement, où énormément de gens, qu'ils soient fans d'anime ou non, ont profité d'être enfermés chez eux pour se lancer dans le cosplay ou pour faire du contenu autour des animés de manière générale. Il y a pas mal de cosplayers qui en parlent et qui disent que depuis que les algorithmes ont pas mal changé et qu'il n'y a plus autant de gens qui s'intéressent à leur contenu depuis qu'ils ne sont plus confinés. Il y a même cette espèce de honte à avoir aimé les animés et à avoir été dans le TikTok cosplay à cette période, appelant ça la période baka. Un peu comme si c'était une période honteuse qu'on préférerait oublier, comme la phase emo ou un truc comme ça. Un peu dommage cette considération envers cette culture et cette phase de soi-même. Il n'y a rien de honteux à avoir été comme ça. Au bout d'un moment, c'est ok d'avoir été cringe, ou je ne sais pas quel mot vous utilisez pour parler de trucs que vous trouvez malaisants. Et cet impact, il s'est aussi retrouvé à la fin des 2 confinements quand le pass culture est apparu. On s'est rendu compte que la France aime les mangas et à fond sur la culture japonaise, n'en déplaise aux figures élitistes françaises qui trouvent que c'est débile. Et si Macron se sert de ça pour sa petite propagande de ses morts, c'est que c'est pas un petit truc le manga dans le champ culturel. Ça fait des années que notre pays est le plus gros consommateur de mangas après le Japon. Non, c'est français. Le confinement, ça a accentué le désir de voir plus de mangas, plus de culture japonaise. Je pense à ces youtubeurs qui parlaient de leur envie de revenir au Japon, de ces cosplayers qui avaient hâte de retourner en convention, de ces fans d'anime qui avaient hâte de retourner en librairie, acheter les versions papier des séries qu'ils avaient découvertes sur Netflix ou toute autre plateforme de streaming. Bref, c'est toute une nouvelle génération de weeb qui est prête à découvrir les horizons des œuvres du pays du soleil levant, mais aussi à découvrir quelle sera la prochaine grande œuvre à succéder aux best-sellers classiques qu'on connaît. Ça a l'air d'être un détail comme ça, mais 2020, c'est aussi une nouvelle décennie. Et qui dit nouvelle décennie, dit nouvelle série marquante qui va révolutionner les années 2020. Parce que chaque décennie a son manga qui la révolutionne. Dans les années 90, c'était Dragon Ball qui était à son prime, créant une nouvelle génération et de nouveaux codes du manga shonen, comme les arcs de tournoi. Dans les années 2000, on avait les héritiers de Dragon Ball qui formaient le Big Three, Naruto, One Piece et Bleach. Et dans les années 2010, c'était au tour de My Hero Academia de tout défoncer. Et il faut savoir que chaque manga émergent dans sa décennie parvient à rentrer dans la prospérité dès que le manga de la décennie précédente se termine, comme un passage de flambeau. Par exemple, les fans de Dragon Ball qui étaient tristes de la fin de leur manga préféré se sont réconfortés en découvrant One Piece. Les fans de Naruto et Bleach se sont réconfortés en découvrant My Hero Academia. Sauf que souvent, ces mangas commencent avant que les mangas précédents ne se terminent, comme s'ils faisaient une transition entre une génération de lecteurs et une nouvelle génération. Et là, la question se pose. C'est quoi le manga qui va prendre la relève de My Hero Academia ? Je vous laisse avoir votre avis en commentaire, mais personnellement, je pense que là, on est encore à la recherche de la prochaine grande star du manga shonen. My Hero Academia se termine bientôt, et si on regarde les mangas autour de celui-ci, difficile de trouver quelle sera la prochaine grande star. Jujutsu Kaisen, lui aussi arrive à sa fin. Tokyo Revengers, déjà terminé. Black Clover, j'en entends tellement peu parler que j'ai l'impression que c'est le fairy tale du Big Three, à moins que ce soit The Seven Deadly Sins. Chainsaw Man, c'est vrai que c'est sympa et que ça a pas mal révolutionné son genre, mais d'un autre côté, pour du shonen, c'est clairement pas tout public. Spy Family, il y a du potentiel, mais l'aspect comique et tranche de vie prend parfois un peu trop le pas sur l'action. Frieren, là aussi il y a du potentiel, mais on a un peu les mêmes soucis qu'avec Spy Family, où le côté contemplatif prend le pas sur l'action. Bref, les gens veulent de la grosse action de bourrin où ça se tape et qui donne envie de regarder des vidéos des combats pendant des heures. Tout comme le Japon, la France cherche aussi sa prochaine grande pointe du shonen. Chaque maison d'édition vise sa prochaine grande star, histoire de savoir qui sera le prochain à faire exploser un phénomène auprès du public français. Et aussi s'en mettre plein les poches, mais ça c'est notre histoire. Et c'est là qu'en octobre 2021, Kazé, devenu depuis Crunchyroll, frappe un grand coup avec ça.
Salut à tous, c'est Socha et aujourd'hui on parle de Kaiju numéro 8. Bon, désolé, je sais que je devrais passer à ma review sur ce manga, mais à mon avis on devrait parler encore un peu de la communication autour de cette œuvre. Parce qu'on va pas se mentir, il y en a eu beaucoup. Vraiment, c'était la première fois que j'en voyais autant. Non, parce que le coup classique des influenceurs qui en parlent, je suis habituée. On a eu ceux qui ont réalisé des courts-métrages et qui en parlaient souvent, et qui d'habitude font du contenu lié au manga, donc c'était plutôt logique de les retrouver sur ce genre de projet. Il y avait aussi ceux qui d'habitude font pas du tout de contenu dessus et qui ont rien à foutre là, bordel de merde, je les hais, viscéralement ils devraient être en prison. Plus sérieusement, faut prendre en compte mon point de vue sur cette communication. Imaginez, vous êtes comme moi, vous avez 23 ans, quand vous voyez toute cette communication sur un manga, du jamais vu, enfin une reconnaissance de cet art que vous aimez depuis le collège. Sauf qu'au collège, vous vous faisiez harceler pour aimer cet art. Ouais, c'est con, mais pour vous, c'est énorme en fait. Parce que votre passion depuis que vous êtes ado est enfin considérée comme de la culture légitime, et ça c'est trop cool. Sauf que peut-être que vous étiez un peu comme moi face à toute cette promotion. Peut-être que comme moi, vous avez vu tout ça et que vous vous êtes dit que vous vous en foutiez. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi. Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Parce que ouais, ok, je parle de toute cette promotion autour de ce titre et d'à quel point je suis content de voir l'impact de la culture japonaise qui se développe. Je parle de comment, avec la nouvelle décennie, les éditeurs veulent leur nouvelle génération de gros shonen. Mais en soi, j'étais extrêmement indifférent quant à Kaiju numéro 8 lors de sa sortie. Je pense justement que c'est cette abondance de promotion qui m'a coupé dans mon envie de regarder. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Je sais pas vous, mais quand on me parle en boucle d'une œuvre et qu'on me martèle sur à quel point elle est bien, ça m'arrive de me dire que non, j'ai pas envie de commencer. Il y a des fois où cette insistance marche. Et je suis pas une exception, moi aussi, je vais pas mon forceur. Et au final, les gens ont eu raison d'insister. Sinon, j'aurais sans doute jamais regardé Arcane et Yuri on Ice. Mais il y a des fois où ça marche pas du tout. Et que depuis le lycée, on me martèle de voir Owari no Seraph. Et que non, bordel, j'ai toujours pas envie de commencer, même si je sais que c'est très gai et que ça pourrait me plaire. Bref, ce martelage en 2021 m'a assez peu donné envie de lire et j'ai l'impression qu'on a été beaucoup dans ce cas parce qu'au final, je connais personne dans mon entourage qui l'a lu. Mais on arrive en 2024 et l'animé est annoncé. Bon bah, il est temps pour moi d'être curieux et d'essayer de découvrir alors. Déjà, de quoi ça parle Kaiju numéro 8 ? En gros, ça se déroule dans une société où des monstres gigantesques appelés Kaiju ont envahi le Japon. Pour protéger la population, des forces de défense anti-Kaiju ont été créées, dont l'une des divisions est gérée par la commandante Mina Ashido. Mina, c'est l'amie d'enfance de Kafka Ibino, notre personnage principal. Quand ils étaient petits, ils se sont promis de rejoindre les forces de défense. Mais là où l'une a réussi, l'autre a échoué plusieurs fois et aujourd'hui travaille dans une entreprise chargée de nettoyer les corps des kaiju après la bataille. Bref, le job bien merdique. Quand l'histoire commence, Kafka est blasé et sait que ça ne vaut plus la peine de suivre son rêve. Mais tout ça change quand Reno Ichikawa, un petit jeune plein d'espoir qui lui aussi veut faire partie des forces de défense, rejoint la société de nettoyage. Ils font équipe mais sont attaqués par un kaiju et survivent in extremis. Sauf que peu après cette attaque, Kafka se doit doter de nouvelles capacités étranges. Il peut se transformer en kaiju. C'est avec ce nouveau pouvoir qu'il décide de rentrer dans les forces de défense tout en devant garder son identité secrète. Bon, ok. Déjà, il y a un truc que je remarque dans ma manière de faire mon résumé. Je retiens les noms. Vraiment, c'est assez rare pour moi de retenir les noms complets de personnages que je suis dans les animés que je regarde. Et pourtant, là, ça marche. Parce que je les ai bien aimés, les personnages, en fait. On va pas se mentir, ils sont extrêmement classiques. Ils cassent pas forcément trois pattes à un canard. Kafka reste écrit comme un personnage de shonen classique. Reno est le classique du type calme, mis en opposition avec Iharu, le type aux dents pointues qui gueule pour pas grand-chose. Pour les fans de My Hero Academia, imaginez un duo entre Shoto et Kirishima. Et encore, j'ai pas parlé des personnages plus secondaires, comme Kigoru, la riche héritière qui a des daddy issues et qui apprend à être une meilleure personne, ou Oshina, le commandant adjoint au grand sens de l'humour qui a toujours l'air joyeux, mais qui peut être particulièrement dangereux et beau gosse quand il se passe sérieusement. Comment ça t'ouvre Gojo ? Bref, on a un casting assez classique et peu original en soi. Mais dans ce genre d'œuvre, ce sont les relations entre les personnages qui permettent aux fans de les apprécier. Et franchement, elles marchent vraiment bien. Kafka est écrit comme un personnage de shonen de 16 ans, mais il en a 32 et on voit dans l'écriture de ses relations avec les autres personnages qu'il a quelque chose d'intéressant malgré tout en tant que personnage de shonen. On le voit déjà dans son parallèle avec Reno, son principal soutien dans l'anime. Parce que clairement, Kafka, on sent que c'est pas le mec
qui a le physique le plus avantageux pour les forces de défense, et le scénario le met bien en avant. Il a le plus bas potentiel de sa promotion sur son armure de combat, il est souvent à la traîne, il a loin d'avoir la force des autres, mais on le voit faire de son mieux. Et on voit aussi Reno le soutenir et l'encourager, lui qui est plus fort que lui en combat et qui est même le deuxième meilleur de leur promotion. Sauf que quand Kafka se transforme en kaiju, c'est clairement l'inverse qui se passe. Il est bien plus puissant que quiconque et s'il doit péter des gueules, il va péter des gueules. Mais on le rappelle, sa forme de kaiju doit rester secrète. C'est pour ça que Reno bosse dur pour devenir plus puissant, pour que Kafka n'ait plus besoin de se transformer et faire en sorte de garder son secret. Les deux persos se tirent vraiment l'un et l'autre vers le haut et c'est intéressant de voir comment ils se soutiennent. On a aussi le cas de Kikoro. La première fois qu'on la voit, c'est vraiment la gosse de riche arrogante à qui on a envie de foutre des claques et qu'on espère voir tomber de son piédestal. Et ça arrive assez vite au final. On se rend compte qu'elle est clairement plus puissante que les autres, mais dès la première mission, elle se fait attaquer par un kaiju plus puissant que prévu et se fait sauver par Kafka dont elle se moquait. À partir de là, il y a un petit lien qui se crée que je trouve plutôt intéressant, parce que dans un shonen plus classique, on diminuerait la puissance de Kikoro pour mettre en avant celle de Kafka et on développerait des sentiments romantiques entre eux. Sauf que c'est absolument pas ça qui se passe. Même si Kikoro est moins forte que Kafka sous sa véritable puissance, elle reste quand même forte et en met plein la vue aux autres. Et au final, c'est une sorte de relation père-fille qui finissent par se créer. Parce que quand Kikoro croit vivre ses derniers instants, on a quelques flashbacks sur sa jeunesse et sur à quel point elle a été négligée par son père, plus occupée à faire de sa fille un soldat parfait qu'à être un vrai père. Et là, on a Kafka qui la sauve et qui lui dit qu'elle a fait du bon travail et la félicite sincèrement. Et pour une Kikoro qui a jamais eu l'occasion d'avoir ce genre de relation, c'est bouleversant. Elle a toutes les raisons du monde pour dénoncer Kafka, pour le haïr parce qu'il fait partie de ces monstres responsables de la mort de sa mère. Mais cette espèce de relation filiale qui se crée l'empêche de le faire, parce que elle finit par s'y attacher à Kafka. C'est d'autant plus important quand Kafka et son père finissent par s'affronter et qu'elle ne veut voir personne perdre. On va pas se mentir, ce développement va peut-être un peu vite, mais j'ai cette sensation que c'est pas fini. Et au final, je pense que si ça avait pris plus de temps, les spectateurs auraient balancé leurs meilleures insultes à propos du personnage et on aurait bien senti le sexisme du fandom envers Kikoro en mode « Elle a pute, elle se la pète, mais contre un kaiju, elle peut rien faire. » Au passage, je profite de cette description de Kikoro pour dire que même si pour l'instant on a vu que 2 personnages féminins importants dans l'œuvre, leur écriture est vraiment bonne pour du shonen. Ok, Kikoro est arrogante, mais elle se calme et même si elle se fait sauver par Kafka, elle n'en devient pas moins forte. En soi, si on oublie leur supérieur hiérarchique, Kikoro reste légalement parlant la plus puissante du groupe, même si Kafka peut se transformer. On n'est jamais sur des situations où elle devient une princesse à sauver dans des situations critiques. Même d'autres personnages masculins se retrouvent à devoir être sauvés eux aussi par Kafka. Et c'est pareil pour le personnage de Mina. J'ai pas trop parlé d'elle jusque-là parce qu'on la voit peu, mais elle en impose. Quand on la découvre, on se rend compte qu'elle est la commandante d'une division de forces de défense et qu'elle prend son rôle très à cœur. Elle est hyper admirée par les personnages, notamment les personnages masculins. Et c'est con, mais j'ai l'impression que c'est très rare des personnages féminins admirés par des personnages masculins dans le milieu du shonen. Je peux me tromper, n'hésitez pas à me donner des contre-exemples. Et surtout, elle est admirée sans être sexualisée, sans arrière-pensée sexuelle ou romantique. L'écriture se passe vraiment comme si on avait écrit un perso masculin. Et ça fait plaisir à voir. Mina, on sent que c'est pas le personnage le plus développé pour le moment. Mais on commence à avoir quelques petites pistes. Elle prend son rôle hyper à cœur et ça se voit, elle laisse pas des émotions prendre le dessus et c'est hyper intéressant, notamment dans son lien avec Kafka. C'est lui qui arrive à la faire s'exprimer et c'est hyper discret. Il reste peu de choses de leur lien d'amitié d'enfance, mais il est quand même là. Il faut souvent un peu chercher l'implicite dans les phrases qu'elle dit et c'est intéressant de voir comment elle s'est endurcie avec le temps. C'est elle qui pourrait mettre la pâtée à Kafka sans lever le petit doigt, alors que dans leur jeunesse, c'était lui qui faisait le dur et la protégeait. Bref, on a un cast de personnages plutôt cool. Mais un cast, ça suffit pas pour faire une grande œuvre. Il faut aussi parler des graphismes. Et là, je suis très mitigée. C'est pas moche, hein. Les scènes d'action sont plutôt stylées et ça rend plutôt bien. Vraiment, j'ai entendu parler d'animés et je crois même avoir vu des animés bien moins jolis. Mais ça reste assez basique au final. Et c'est con, mais je peux pas m'empêcher de penser que ça aurait pu être mieux fait. Je compare très rarement les graphismes du manga à l'animé, mais là je trouve la version manga vraiment mieux foutue. Ok, Reno il a une bonne bouille dans la version animée, mais je le trouve bien plus classe dans la version manga. Il y a aussi cette scène dans les premiers épisodes où Kafka s'enfuit de l'hôpital avec Reno sous sa forme de kaiju. On le voit sauter par la fenêtre et le plan est impressionnant, parce qu'on voit ses capacités, mais aussi son gigantisme. Et j'ai l'impression que cette impression de grandeur est bien plus présente dans la version papier. Sans parler des designs de certains personnages. On a
Aoi que je trouve très meh par rapport à la version papier, et il y a aussi surtout ce personnage, je crois que c'est Gen Harumi son nom, je suis pas tout à fait sûre, qui est assez BG dans la version papier et dont le plan censé le présenter dans l'animé le dessert totalement. Ce qui, on va pas se mentir, est un peu triste pour les fans parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'est un perso très apprécié. Hey, je voulais apporter quelques petites précisions quant à ce que j'ai dit sur l'animation, parce que j'ai l'impression d'être hyper dur avec l'animation de Kaiju numéro 8, alors qu'elle est quand même très sympa. Je pense que c'est surtout le design des mâchoires de Reno et Aoi qui me bloque un petit peu. Je saurais pas dire exactement pourquoi. Et en vrai, je pense que ce qui me bloque le plus, c'est que j'ai pas vraiment eu ce moment où je me suis dit « Ah oui, putain, l'animation, elle est stylée ». Il a vraiment fallu attendre le combat entre Isao et Kafka pour que je me dise « Ah, ils ont tenté quelque chose. Ah, c'est stylé, ah, c'est pas mal. » Sauf que ça arrive vraiment vers la toute fin de la première saison et du coup, c'est un petit peu dommage. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir peut-être un peu été dur avec l'animation. Pareil, ça va être plus sympa dans les saisons à venir, mais j'ai l'impression que les fans du manga ont pas trop kiffé le style graphique non plus. Je veux bien avoir des avis des fans du manga ou de l'animé dans les commentaires si des gens l'ont vu. Voilà. J'ai aussi beaucoup de mal avec les graphismes de l'opening. Bon, déjà, l'opening et l'ending, j'avoue que je suis pas habituée à avoir de la pop anglophone dans des animés, mais je m'y suis fait, et puis j'aime bien Youngblood, donc ça passe. Je comprends ce qui a été tenté dans l'opening aussi. C'est un hommage au film de Kaiju et à comment le cinéma japonais réalise ce genre de film. Sauf que je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai du mal avec l'esthétique. Elle est assez particulière et franchement, je pense qu'il y a des gens qui aiment et d'autres qui détestent. Il y a vraiment pas de juste milieu. Un autre truc que je trouve dommage, c'est que jamais on nous explique ce qu'est un kaiju. Alors ouais, je suppose que le public japonais, qui est le principal public du manga, sait ce qu'est un kaiju et on n'a pas besoin de lui expliquer. Sauf que même en sachant ce que c'est de base, c'est quand même bien d'expliquer parce qu'un kaiju dans un univers ne va pas être pareil dans un autre. Chainsaw Man et Demon Slayer ont des démons, mais la manière d'écrire un démon n'est pas la même d'une œuvre à l'autre. On n'a jamais un moment où un personnage de professeur donne des cours théoriques sur les kaiju et explique aux membres des forces de défense comment ces bêtes fonctionnent. Et c'est dommage parce qu'au final, on est assez paumé en fait. Un exemple tout bête, c'est qu'on a des ennemis appelés yoju. Sauf que c'est quoi un yoju? Un kaiju plus petit, mais qu'est-ce qui fait qu'on classe un yoju dans le rang des yoju? Qu'est-ce qui fait qu'un kaiju est numéroté plutôt qu'un autre? Il y a énormément de questions qui restent sans réponse, et je pense pas qu'on en aura un jour. Du moins, j'espère qu'on en a un minimum dans la suite. J'aimerais finir ma vidéo sur un point assez important. Alors ok, j'ai apprécié mon visionnage. Les personnages sont très cool. L'anime m'a inspiré pour écrire plusieurs fanfictions et vu que j'étais un peu bloquée en termes d'inspiration, je suis assez content de ça. Mais je peux pas m'empêcher de me dire une chose. Tout ça pour ça, vraiment, je fais de mon mieux, mais je n'arrive pas à voir ce qui est censé être l'œuvre incroyable qui va révolutionner le genre et prendre la relève des plus gros shonen comme on nous l'a vendu. Peut-être que l'œuvre n'a pas été créée dans ce but, mais la communication autour de celle-ci m'a laissé entendre que c'était une grosse œuvre révolutionnant le genre. Je crois qu'on a été beaucoup à avoir de très grosses attentes pour au final être déçus. Je dis pas que c'est mauvais, mais je continue à penser que ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un manga qui souffre beaucoup de la comparaison avec ses prédécesseurs. Forcément, quand on vend une œuvre en disant que c'est la relève du milieu manga, on va forcément la comparer avec le milieu manga actuel. Vraiment, je pense que quand les gens ont vu Kaiju numéro 8, ils l'ont comparé avec l'attaque des titans. Après tout, on a une histoire de monstres terrifiants et gigantesques, d'une force armée qui veut les vaincre, d'un mec qui veut rentrer dans cette force armée tout en étant ce qu'il souhaite éliminer, sans oublier les fans qui ont vu en Oshina le vice-commandant d'une force armée surpuissante qui se bat avec des lames, le nouveau Levi. Et cette comparaison, elle se fait pas au hasard. Qui sait, c'est peut-être cette ressemblance qui a fait que les gens se sont dit qu'ils commenceraient Kaiju numéro 8, eux qui ont fini SNK et qui cherchent une œuvre qui ressemble à leur favorite. De mon côté, je peux pas m'empêcher de comparer avec Chainsaw Man. Lui aussi, c'est un manga plutôt récent qui a tout explosé question manga, qui m'attirait pas dans sa version papier et que j'ai découvert en version animée. Et disons-le clairement, j'ai beaucoup plus accroché à Chainsaw Man. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, l'œuvre qui révolutionne le milieu du manga. En termes d'animation aussi, ça tente de nouvelles choses. Tous les endings de la première saison ont été une occasion de tenter de nouveaux styles d'animation différents à chaque itération. Et clairement, voir ces nouvelles techniques était limite un prétexte pour avoir hâte du nouvel épisode chaque semaine. Et clairement, il y a une très grosse différence qui n'est pas négligée. Chainsaw Man, j'ai tellement pris une claque que j'ai décidé de lire le manga. Ce qui est pas du tout le cas de Kaiju numéro 8. Malgré tout, j'ai envie de croire en son potentiel. Peut-être que c'est une œuvre qui a des tas de choses à prouver et qui est encore meilleure au fur et à mesure des épisodes.
Et qui sait, peut-être que ça me donnera envie de découvrir d'autres œuvres qui ont reçu beaucoup trop de promotion de la part de vidéastes et d'autres influenceurs. Dan, pour l'instant, ça m'attire pas, mais j'ai lu le premier tome de Sakamoto Days et ça a du potentiel. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. C'est rare que j'en fasse sur des animés connus, je me concentre surtout sur les pépites cachées. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je parle de trucs plus inconnus et sous-cotés, ou si vous aimez bien quand je parle de trucs que tout le monde connaît mais où j'y apporte mon grain de sel. J'ai déjà une petite idée de ma prochaine vidéo en tout cas. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et si vous voulez découvrir mes autres contenus, mes réseaux sociaux sont dans la description. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.